Coucou YouTube, bonjour à toutes et tous, habitantes et habitants de la galaxie. Nous sommes en live pour ce Galactic News, nouvelle émission astro hebdomadaire sur la chaîne. Et il y aura désormais une interview à chaque fois. Et je suis avec Lucie Lebouleux, qui est astrophysicienne, et que nous allons interviewer ce soir. Elle va être une ou deux heures avec nous ce soir. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez. En tout cas, si vous êtes sur Twitch, si vous êtes sur YouTube, à moins d'avoir une machine à voyager dans le temps, ce sera un peu plus compliqué. Donc venez en live, c'est toujours mieux en live, c'est important. Bonjour Lucie. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tout va bien pour toi? On a eu quelques petits soucis au début de l'enregistrement, mais on va y arriver. Je te recale juste un peu ta caméra, voilà. Je suis donc avec les gens de la Fédération Galactique, ma communauté Twitch, qui sont ici. Donc, je vais interviewer Lucie, je vais vous la présenter en quelques phrases. Je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse se présenter. Ensuite, on va parler de son travail de recherche et les travaux qu'elle peut faire de communication, de vulgarisation. Et on va parler aussi un petit peu de féminisme, j'imagine, puisque il y a eu des activités dont tu étais impliquée il y a quelque temps à propos de ça, justement. Et puis on fera aussi la pub de choses que tu aurais pu écrire, produire, etc. Et durant toute cette petite période, donc une petite heure là, dans le chat, n'hésitez pas à lui poser des questions sur son travail, sur son parcours, sur tout ce dont on va discuter. Voilà. Vous avez une astrophysicienne dans votre salon ce soir, enfin, même deux d'ailleurs. Moi je suis médiatrice scientifique maintenant. Et ensuite on fera le quiz astrospatial. Et comme on a parlé dans les news astro tout à l'heure de JUICE, la sonde qui va partir au mois d'avril vers Jupiter et les lunes galiléennes, bah, le quiz sera sur les lunes galiléennes. Voilà. Tu seras pas trop dépaysée, Lucie, puisque tu travailles sur les exoplanètes. Je pense que tu as dû faire de la planétologie peut-être par le passé. Donc je pense que ça devrait aller. Je suis pas sûre. En fait, je n'ai jamais fait de planétologie. D'accord. Jamais. Alors du coup, justement, parlons-en. Donc tu es astrophysicienne. Oui. Tu travailles à Grenoble. Si je ne me trompe pas, tu es chercheuse au CNRS à Grenoble. Oui. Comment s'appelle le laboratoire de Grenoble? C'est quoi? C'est l'Institut de planétologie d'astrophysique de Grenoble, c'est ça? L'IPAG, oui, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est l'IPAG. Et tu as soutenu ta thèse il y a quelques années, c'était en 2018, sur oui, les technologies d'imagerie d'exoplanètes. Voilà, c'est ça. C'était un titre un peu raccourci, parce que les titres de doctorat, en général, sont incompréhensibles. Alors, on veut connaître le titre original de ta thèse, s'il te plaît. Alors, le titre, c'était Contrôle de front d'onde optimal pour l'imagerie directe d'exoplanètes, application au cophasage de miroirs segmentés. Et même moi, c'est un miracle que je me souvienne du titre, au bout de 4 ans. Alors moi, je comprends le titre, mais est-ce que tu peux expliquer en langage curieuse de l'astronomie sans trop s'y connaître, pour les gens dans le chat? Oui. Alors, l'imagerie directe d'exoplanètes, donc le but, c'est d'avoir des images d'exoplanètes, et ce sont des instruments qui sont très complexes à construire et qui sont sensibles à tout ce qui se passe dans un télescope. Et mon travail, c'est de régler les problèmes qu'il peut y avoir dans le télescope pour faire en sorte que l'imagerie soit aussi efficace que possible. Et en particulier, je me suis spécialisée dans un type de maladie. J'aime bien dire que je suis docteur, mais medical doctor pour télescope. Donc, je me suis spécialisée dans un type de maladie qui est celle dont on a parlé pour le James Webb Space Telescope. On en a parlé parce qu'on a eu cette longue étape d'alignement des 18 segments hexagonaux sur le télescope pour obtenir une bonne image. Et c'est une problématique qu'on a de plus en plus souvent, qu'on a eu sur le web, mais qu'on a sur de plus en plus de télescopes. Et c'est un peu ma spécialité. Parce qu'on a de plus en plus de télescopes segmentés. Voilà, on en a déjà au sol, et on en a surtout en construction au sol, et on en aura sans doute d'autres spatiaux qui seront aussi segmentés à l'avenir. C'est à la fois plus facile de fabriquer les segmentés puisqu'on le fait en petits morceaux, puis aussi c'est plus solide, je crois, les miroirs pleins.
On a plus de contrôle sur ce qui se passe, en particulier sur la construction, mais aussi sur le transport. Et notamment, pour envoyer un télescope de 6 mètres dans l'espace de diamètre, on ne peut pas le faire parce que tous les lanceurs font maximum 5 mètres de diamètre. Et pour ça, on a besoin de replier les télescopes. Et si on veut replier un télescope, il doit être segmenté. Effectivement. Voilà. Et donc, il y a eu toute une phase de dépli. Oui. Dépli, on dit ça, déploiement. Déploiement, ah c'est ça. Le déploiement des miroirs du James Webb, c'était quand? C'était l'année dernière? Ça commence à... C'était l'année dernière? Dans 2022 ou 2021? C'était 2022. Parce que le temps passe trop vite, c'est trop bizarre. Oui. Depuis la pandémie, je comprends plus rien. C'était la plus longue, parce qu'on a eu le voyage qui a duré à peu près 1 mois, et après on a eu 3 mois juste pour le phasage, on appelait ça le phasage ou le déploiement du miroir, et l'alignement des petits miroirs, c'était l'étape la plus longue et la plus chronophage sur la mise en place du web. En effet. Et donc toi tu travailles sur de l'imagerie, des techniques d'imagerie. Est-ce que ça s'appliquera au James Webb ou à d'autres télescopes sur lesquels tu travailles? Alors ça, je suis en instrumentation, donc si j'avais travaillé sur du développement de technologie pour le web, ce serait déjà fait. Parce que ça aurait été avant le lancement. Forcément, oui. En pratique, c'est pour le web, les technologies existent, elles sont installées et elles ont plutôt 15 ans aujourd'hui. Ce sont plutôt de vieilles technologies qui sont utilisées sur le web parce qu'il y a toujours un retard technologique comparé aux avancées faites dans les laboratoires. Donc le web est équipé d'instruments qui sont aujourd'hui, en termes d'innovation, c'est plus si innovant que ça, mais tant mieux parce que quelque part on est sur une zone de confort et de sécurité. Oui. Et on rappelle que 1,5 million de kilomètres, c'est quoi? Il est au point de Lagrange qui est 1,5 million de kilomètres Oui. Ouais. Oui. Bah, ça veut dire que voilà, pour y aller avec des astronautes, c'est encore un peu compliqué. Oui, oui. Donc c'est la sécurité. Il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de préparation et tout ça, ça explique que l'innovation n'est pas si innovante que ça aujourd'hui. Et oui, c'est vrai que les sondes, quoi, un instrument spatial, on met quoi? On met 20 ans à le concevoir, et puis après il faut compter le trajet. Donc en fait, on dit souvent qu'en astronomie on voit le passé, mais on utilise le passé aussi en fait. C'est tout à fait ça. Et le web c'était 30 ans. 30 ans. Vous vous rendez compte, 30 ans pour développer un instrument dans l'espace, c'est toute votre vie. Si jamais vous foirez le lancement, c'est fini, quoi. Oui, c'est 30 ans parce qu'on a commencé à le penser en 1989, c'était avant que Hubble soit lancé. Donc on a pensé au James Webb Space Telescope avant que Hubble parte dans l'espace. Et on pense déjà aux successeurs, bien sûr. On pense actuellement aux 2 successeurs. Oui, alors c'est vrai que oui, tu as raison de préciser ça parce qu'en fait, même James Webb n'est pas le successeur de Hubble, c'est pas la même longueur d'onde en fait, pas tout à fait. Oui. En fait, on a plusieurs télescopes qui vont observer plusieurs longueurs d'onde dans l'espace. James Webb, c'est les infrarouges. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a différentes maladies, tu disais, pour les télescopes. Il y a les problèmes internes, les problèmes d'alignement des petits miroirs, les problèmes de turbulence atmosphérique. Oui. Du coup, toi, c'est sur l'alignement des petits miroirs entre eux que tu travailles? Oui. Alors, c'est majoritairement cet alignement des petits miroirs. Et ensuite, c'est des gros problèmes qui sont un peu similaires qu'on retrouve sur les télescopes au sol. Par exemple, le Very Large Telescope au Chili a un souci, enfin avait surtout, ça a commencé à être réglé. Lorsqu'il y a peu de vent, en fait, il fonctionne, alors que c'est un miroir monolithique, mais il y a des sortes de segments qui apparaissent et qu'on avait du mal à comprendre. Donc c'est un peu pareil, il y avait aussi des sortes de désalignements qui ressemblaient à des segments, qui étaient assez incompréhensibles pendant longtemps. Donc je travaille aussi sur ce type de problème. Voilà. D'accord. Et donc tu es venu à ce domaine-là, non pas par la planétologie, mais par un autre domaine, si je comprends bien. Oui, je n'ai pas de formation d'astronomie ni de planétologie. Moi, je viens de l'optique, je viens de l'ingénierie à la base. Voilà, je suis une fausse astrophysicienne. Bah non, mais non, pas du tout. Alors c'est vrai que dans les labos d'astrophysique, vous allez, grosso modo, on va trouver, allez, on va dire 4
quatre grandes origines des personnes qui travaillent dans ce domaine. Vous allez avoir des gens qui viennent plutôt de l'optique et de l'ingénierie, des gens qui viennent plutôt de l'astrophysique, des gens qui viennent plutôt de la géologie et d'autres qui viennent plutôt de tout ce qui est physique des plasmas, etc. C'est vrai que c'est un peu ça qu'on voit. Mais tous sont des vrais astronomes. Tous sont des vrais astronomes. On a Lusona qui te demande êtes-vous aussi dans le miroir liquide? Alors non, c'est une technologie qui est utilisée sur certains télescopes au sol, mais qu'on n'utilise pas dans l'espace. Je suis plutôt spécialisée pour le spatial, mais c'est utilisé au sol, notamment au Chili, il me semble, et peut-être en Australie. Donc ça consiste à utiliser un miroir liquide et à le faire tourner pour créer une forme naturelle de parabole, mais de manière très naturelle, quoi. C'est un mélange de gravité et des forces qui sont en jeu sur le liquide. Et j'imagine qu'il devait peut-être y avoir... C'est quoi? Si c'est du mercure, c'est pas du mercure qu'ils utilisent? Si, Ah, je ne sais pas. parce que si c'est du mercure, il y a les vapeurs de mercure, il va falloir faire... Enfin, il doit y avoir de tout est... Comment on fait pour qu'il n'y ait pas de fuite, de perte, de... Ça va être Je ne sais pas du tout. tout un domaine compliqué. Piram, si, bien sûr, il y a des informaticiens dans l'astrophysique. Là, je parlais d'astrophysiciens, en fait. Mais dans l'astrophysique, tu vas avoir les astrophysiciens, tu vas avoir les ingénieurs de recherche, les ingénieurs d'études, tu vas avoir des techniciens, tu vas avoir tout un tas de gens, en fait. Ne serait-ce qu'à l'Observatoire de Paris, il y a, je sais plus, quand j'y étais, il y avait 500 personnes qui travaillaient là-bas. Non, 750. Et ça comprend tout le monde, y compris les techniciens de surface et les administratifs. Il y a beaucoup de monde en fait pour faire tourner un laboratoire d'astrophysique. Mais pour traiter les données, ce sont surtout des astrophysiciens pour le coup, de formation. Quand on fait de l'astrophysique, de formation ou comme moi, quand on vient d'une école d'ingénieur, on a une formation en informatique mais en traitement de données. Et c'est ce qui est utilisé pour traiter les données qu'on reçoit des différents télescopes. Voilà, les informaticiens, en fait, dans les labos, sont plus là pour la maintenance, la gestion du système informatique, en fait. Mais il existe des laboratoires d'informatique, de recherche en informatique, avec lesquels parfois on collabore. Notamment à Grenoble, il y a l'INRIA, voilà, avec qui moi j'avais collaboré quand j'étais dans la recherche. D'accord, d'accord. À Paris, Paris. J'étais à Paris et j'ai collaboré avec l'INRIA, parce que... Au Lésia. J'étais au GEPI. Au GEPI, d'accord. D'accord. Ah, ça... Et donc, du coup, tiens, tu parles de laboratoire. Tu as fait ta thèse en 2018 sur l'optique pour les exoplanètes. Et après, tu es passé en postdoc, j'imagine? Oui, à Paris, justement. D'accord. Et maintenant, tu es à Grenoble? Voilà, c'est ça. J'ai fait ma thèse entre le Space Telescope Science Institute, donc l'institut qui gère Hubble et le web, et le LAM à Marseille. Ensuite, j'ai fait un postdoctorat au LESIA à Paris, c'est à l'Observatoire de Paris, c'est l'un des sous-laboratoires de l'Observatoire de Paris. Et deuxième postdoc ici à l'IPAG, à Grenoble. Et au bout d'un an, j'ai passé les concours CNRS et je reste ici à vie maintenant. Waouh, bravo, bah GG à toi parce que c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de place. Non, il n'y en a pas beaucoup, merci. Et puis tu as réussi à faire tes postdocs pas à l'autre bout du monde non plus. Ça, oui. C'est pas courant. C'est vrai que moi, à mon époque, si tu partais pas à l'étranger, on ne voulait nulle part. C'était. Oui. Alors j'ai l'avantage d'avoir fait mon expérience à l'étranger, à l'avoir fait intégralement avant le doctorat. Ouais. J'ai fait tous mes stages à l'étranger et j'ai fait mon doctorat en grande partie à l'étranger, aux 2/3 à l'étranger. Ce qui aide beaucoup. Oui. Ce qui aide beaucoup. Oui. Et donc, est-ce que tu as réussi à conserver le même sujet durant ces 4 différents travaux, 4 différents contrats de recherche, on va dire, en comptant la thèse? Oui et non. Alors traditionnellement, on change. Pendant le doctorat, on est très encadré, donc on n'est pas tout à fait maître du sujet ou maîtresse du sujet. Et en post-doctorat, pour élargir notre vision du sujet, mais aussi mieux comprendre le contexte, etc., on nous demande de changer un peu de sujet. Dans mon cas, je me suis intéressée plus à la turbulence atmosphérique, donc un problème qui est très différent de celui de l'alignement des segments, des miroirs segmentés. Mais je suis revenue au miroir segmenté dès le postdoc à Grenoble, parce que c'est ce que je préférais. Est-ce que tu as des miroirs segmentés dans ta salle de bain?
Non. Mais chez Ikea, il y en a, hein, tu les colles comme ça et tu fais... C'est au programme. Est-ce que les avancées dans les IA changent la donne au niveau du traitement des données, nous dit Glecker? Alors ça, c'est une vaste question. Est-ce que en astrophysique, de nos jours, on peut utiliser des IA pour nous aider sur le traitement des données? Alors, ça commence à être utilisé. Ce n'est pas encore très répandu. C'est utilisé pour la partie traitement de données, je connais moins. Il y a de plus en plus de machine learning, mais ça reste très minoritaire. Et dans ma thématique de gestion des défauts des télescopes, ça commence aussi à être utilisé, surtout par des équipes qui sont en Belgique et en Californie. Mais c'est en train d'arriver avec des résultats qui sont extrêmement prometteurs. Donc c'est encourageant aussi. Ça nous aide à mieux gérer les défauts des télescopes, leurs maladies, et à découvrir de nouvelles planètes. On est partant. Alors j'espère que c'est pas comme ChatGPT, il va nous dire oui, alors j'ai déformé le miroir, je l'ai mis à l'envers. Et... Ouais. Ce serait un petit peu embêtant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pierre nous dit sinon, est-ce qu'on a déjà pensé à mettre des télescopes sur la Lune ou sur Mars? Oui, effectivement. Ça, c'est un tout autre sujet. Est-ce que tu veux qu'on l'aborde maintenant ou est-ce qu'on le garde pour plus tard? Parce qu'on voudrait quand même qu'on parle de ton travail à toi. Comme tu veux, pour le Mars, je ne sais pas. Pour la Lune, il me semble que c'est de plus en plus envisagé. Il y avait un début de projet qui était à l'arrêt et qui va peut-être reprendre bientôt. Voilà. Et il y a aussi les projets d'hypertélescope d'Antoine Labeyrie. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui. L'idée, c'est pas de faire un miroir avec plein de petits miroirs à coller et de les régler comme il faut. C'est de prendre plein de petits miroirs, les éclater sur une très grande surface et les faire focaliser au même endroit et recombiner tout ça, etc. Ça s'appelle un hypertélescope. Oui. Je sais pas où ils en sont. Moi, quand j'avais fait mon stage à l'OHP il y a très longtemps en master, ils avaient un ballon comme ça et puis ils avaient quelques miroirs pour faire des tests. Je sais pas si ça a progressé. T'as des nouvelles de ça, toi? Ah, le ballon, j'en ai entendu parler, mais je crois que c'est pas... Ils avaient des problèmes de vent aussi. Enfin voilà, c'était... Merci Aurélie Moon pour l'abonnement. 5e mois. Waouh. Merci beaucoup. Eh Johnny667 te demande s'il y a eu parfois des états critiques au niveau de l'alignement. En gros, est-ce qu'il y a des sécurités sur ce genre de choses? Est-ce que imaginons ton algorithme fonctionne pas bien et il sort des bornes. Est-ce que mécaniquement il y a des sécurités comme ça ou pas? Comment ça se passe? Alors oui, on met les sécurités, mais elles sont pas toujours là de manière automatique. En fait, c'est même dans la grande majorité des tests en début, quand on teste un nouvel algorithme, dans la grande majorité des cas, au contraire, ça diverge. On dit, ça donne des corrections qui sont de plus en plus loufoques, plutôt que de corriger les défauts, ça les accentue et ça donne absolument n'importe quoi. Donc ces états-là, on les a beaucoup obtenus en laboratoire, malheureusement. Et heureusement, on ne les a jamais eus sur le web. Alors, juste je précise, parce que tu dis sur le web, il s'agit de web avec 2B, le télescope James Webb. Et quand on parle du successeur, on ne parle pas du web 2.0. Oui, pardon. C'est autre chose. J'évite de dire James Webb parce que j'évite de faire référence à cet illustre personnage du passé. Voilà. Et j'aurais bien aimé qu'on l'appelle autrement ce télescope, mais bon, c'est pas passé. Moi aussi. Voilà, cette personne du passé a des casseroles de type homophobie, je crois. Voilà, pas ouf quoi. Tout à fait. Donc j'essaye, avec pas forcément un grand succès, de ne pas prononcer son prénom. Sinon, voilà. on pourrait trouver un nom d'usage du télescope. Ça va peut-être émerger avec le temps, je ne sais pas. J'aurais bien aimé. Alors peut-être le Golden Telescope. Le Golden Telescope. Et comme c'est des segments en alvéole, on pourrait l'appeler... le Honey. Le Honey Telescope, ça pourrait être pas mal ça. Dites-moi dans le chat comment on pourrait appeler le James Webb Telescope sans faire référence à ce... C-O-N.
Dites-moi comment on pourrait faire. Biou, biou. Hein, ouais, c'est pas mal ça, Dayon. C'est pas mal. Merci Dayon pour le follow. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Lucie par rapport au sujet de son travail? Puis après, on va essayer de voir un peu plus en détail en quoi ça consiste. Le successeur d'Hubble, bah pas tout à fait, puisque Hubble observe dans le proche infrarouge le visible et le proche ultraviolet, et James Webb c'est plus dans le proche infrarouge moyen, quelque chose comme ça. Donc oui. Il voit pas exactement comme nous en fait. Donc en fait il y a tout un panel de successeurs d'Hubble pour couvrir tout le spectre. Le télescope spatial infrarouge, TSI. Le truc c'est qu'il y en a plein. Donc, alors il y a une forme de successeur de Hubble parce que en fait la NASA fonctionne par un télescope tous les 10 ans à peu près, un projet tous les 10 ans. On appelle ça le Decadal Survey. Et Hubble a fait partie d'un Decadal Survey et le Webb fait partie d'un autre Decadal Survey. Et là on connaît déjà les 2 Decadal Survey suivants, donc pour les années 2030 et les années 2040. On a déjà identifié les télescopes. Donc sur ce point, d'un point de vue chronologique et type de financement, c'est un peu le successeur de Hubble. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que c'est de là que vient l'expression. D'accord. Oui. Donc, tu as passé ta thèse en 2018 sur ces algorithmes. Tu es maintenant en poste. Et est-ce que tu fais la même chose du coup à l'IPAG? Sur quoi est-ce que sur quel grand projet tu travailles en ce moment? Est-ce que tu es sûr de... Comment ça se passe en fait ton travail de tous les jours? Est-ce que tu travailles dans un labo à bidouiller des trucs? Est-ce que tu fais de la programmation informatique? Est-ce que tu arrives dans une salle blanche avec l'image qu'on a de la tenue, etc. Voilà. Eh ben, un peu de tout ça. Je fais déjà du travail de maths, un peu, analytique. Donc, je dois faire des formules de maths qui décrivent le comportement de la lumière quand elle traverse un télescope. Donc ça, c'est une partie de mon travail, faire des formules de maths au crayon papier. Ensuite, il y a la partie simulation. Je vérifie que mes formules sont bonnes ou j'optimise l'instrument pour que ça fonctionne bien vis-à-vis de mes formules. Ça, ce sont des simulations numériques, donc je suis entièrement devant un ordinateur. Et je simule le comportement de la lumière, etc. Et la troisième étape, c'est la partie, quand quelque chose fonctionne, je le teste en laboratoire, donc c'est la partie salle blanche, très cliché avec la blouse, la Charlotte sur la tête, le masque, nous le masque était à la mode bien avant les 2020. Et donc ça c'est la partie on teste en laboratoire des prototypes instrumentaux qu'on a auparavant testés en simulation. Voilà. Donc tu as une version miniature d'un télescope segmenté du coup en laboratoire? Oui. Alors il y en a plusieurs dans le monde. J'ai fait un doctorat sur l'un d'entre eux qui est au STSI, au Space Telescope Science Institute à Baltimore. Actuellement, je travaille sur un autre type de prototype. Ici à Grenoble, à Paris aussi, il y a un type de prototype. Et la dernière étape, j'en ai pas parlé, mais c'est de les tester réellement sur télescope. Donc là, c'est d'aller... et là, par exemple, on a mis en place une collaboration avec le télescope Subaru à Hawaï, qui va accueillir un de mes prototypes pour de vrai. Après voilà, l'avoir testé en laboratoire, on va le tester pour de vrai sur un télescope. Et ça, c'est très excitant, je suis trop contente. Et du coup, c'est un prototype d'algorithme ou est-ce qu'il y a un instrument qui va avec que tu apportes là-bas? Là, c'est un vrai instrument, c'est un composant optique très particulier qui permet de guérir le télescope de ce type de défaut. Donc, les problèmes d'alignement du télescope, normalement, on met ce composant et non seulement il nous permet de voir des exoplanètes, mais de les voir, peu importe que le télescope y ait ses défauts dans ce télescope ou pas. Ça veut dire que c'est un truc qui s'applique après le foyer du télescope, à la sortie, et pas directement sur les miroirs en fait? Oui, alors en fait, c'est pas sur les miroirs, c'est après les miroirs, oui. C'est sur le chemin de la lumière, plus loin sur le miroir. Mais ça change un peu les propriétés de la lumière. Je dirais que les composants qu'on met derrière changent les propriétés de la lumière, la forme de la lumière qui arrive. Et quand on arrive à contrôler la forme et les propriétés de la lumière,
et ben on peut en faire un peu ce qu'on veut, parce qu'à la fin, la lumière fait toujours un peu ce qu'elle veut. Et c'est là qu'on essaye d'obtenir des zones suffisamment pures. Donc pure, ça veut dire sans résidu de lumière qui vient de l'étoile. Et dans ces zones sans résidu de lumière qui vient de l'étoile, on espère détecter des exoplanètes, parce que souvent les deux signaux sont mélangés. La planète et l'étoile sont très mélangés. Et comme l'étoile est beaucoup plus forte que la planète, bah, on a surtout du signal de l'étoile. Et si on obtient ces zones sur nos caméras où on a peu de lumière qui vient de l'étoile, on arrive à mieux voir ce qui se cache parmi ce signal. Et ce qui se cache dans ce signal, ça peut être une exoplanète. Voilà. Et vous travaillez en lumière visible ou en lumière infrarouge? Parce que j'ai cru comprendre qu'en lumière infrarouge, le rapport entre les deux lumières, cette planète et l'étoile, était moins grand, donc plus facile à détecter. Est-ce que... Dans quelle longueur d'onde vous travaillez du coup? Eh ben, on travaille en visible, enfin visible, c'est plutôt vers le rouge, et l'infrarouge proche, les deux en fait. Pour éviter qu'il y ait un rapport trop grand de luminosité entre l'étoile et la planète, c'est ça? Alors ça, c'est une contrainte, mais la contrainte principale, ça va être celle des composants chimiques qu'on essaie de détecter. Et comme à chaque couleur est associé un composant chimique, pour détecter certains composants chimiques sur notre exoplanète, on est obligé de regarder dans cette couleur, peu importe si l'étoile est très problématique dans cette couleur ou pas. Et est-ce que vous passez par un coronographe en plus? Cette technique qui consiste à cacher la lumière de l'étoile? Oui, alors c'est un peu ce que je décrivais, un coronographe, donc c'est un composant absolument génial. Est-ce que je peux passer une minute à expliquer un peu Oui, bien sûr, bien sûr, fais comme chez toi. Alors les coronographes, c'est génial, ça a été inventé dans les années 1920-1930 pour regarder à la base ce qui se passait à la surface du Soleil. Le problème, c'est que le Soleil était trop brillant et observer toutes les protubérances solaires, c'était extrêmement problématique. Et Bernard Lyot, un astrophysicien de l'Observatoire de Paris, a décidé de créer une éclipse artificielle. Alors, il a eu l'idée de créer une éclipse artificielle en mettant un masque devant le Soleil et pour mieux voir tout ce qu'il y a autour du Soleil. Et plus tard, dans les années, je dirais 1990-2000, ça a été appliqué à la découverte d'exoplanètes. Donc, on cache l'étoile et on voit mieux tout ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, ça peut être des exoplanètes. C'est une technique qui est très très difficile à mettre en place. Et un coronographe, c'est beaucoup plus qu'une simple pastille, une simple éclipse sur la planète. On change vraiment, c'est ce que je décrivais plus tôt, les propriétés de la lumière qui arrive sur notre télescope. Et c'est vraiment un composant complexe et extrêmement sensible à tout ce qui se passe dans le télescope. Voilà. Donc c'est très dur à mettre en place et c'est extrêmement difficile de le rendre vraiment performant. L'idée est géniale, en pratique c'est très dur à utiliser convenablement. Je suis en train de regarder. Donc, merci pour toutes ces explications. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas une vidéo d'imagerie directe d'exoplanètes, tu sais, celle où on les voit tourner. Oui, il y a Jason Wang. Il faut regarder les vidéos de Jason Wang. Si jamais tu as le lien, je veux bien que tu me le donnes, comme ça je pourrais l'afficher directement. Jason Wang, film exoplanète. Voilà. Il y en a plusieurs. Jason Wang. Alors, Jason Il a Wang. fait des petits gifs avec HR 8799. Donc c'est un système planétaire à 4 exoplanètes. Il est extrêmement connu. J'ai tapé Jason Wang sur Google, c'est pas ça que j'ai vu. Ah, Apparemment c'est un chanteur de K-pop. J'ai mis le lien dans le chat. Ah oui, voilà, ça c'est bien ça. Voilà, il y a Beta Pictoris aussi. Voilà. Alors, je vais essayer de l'afficher. Alors, je vais l'afficher. Il me faut du coup ça. Et là, je vais faire ça, 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 ça. Je vais y arriver, voilà. Voilà, donc ici on a... ça marche si je clique dessus ou pas? Ah oui, non, mais il faut pas que je fasse browser source, il faut que je fasse capture de fenêtre. Sinon ça marchera pas. Capture de là, il y a fenêtre. 4 exoplanètes. Au centre, on voit l'étoile, je peux décrire. Ah, on voit. Voilà. Je
vais essayer de le rogner un petit peu peut-être, pour qu'on puisse voir ton visage par-dessus. Je vais le rogner un peu. Filtre, tac, je le rogne. Voilà, on va en enlever un petit peu là. Voilà, on va en enlever un peu là. Et un peu là. Voilà. Ce qui devrait nous aider. Voilà. Et donc, si je clique sur Play, ici. Voilà. Je vais peut-être le grandir un peu. Voilà. Alors voilà, là au centre, on voit en sombre, c'est très bien là. L'étoile. Alors en général, on dessine une petite étoile numériquement jaune pour indiquer que ici c'est l'étoile. Et tout autour, la lumière qui change, c'est la lumière de l'étoile qui parasite le reste de l'image. Sauf ces 4 points lumineux qui tournent, qui orbitent autour de l'étoile, et ce sont des exoplanètes. Et ça fait partie des plus belles images d'exoplanètes qu'on n'a jamais obtenues. Et donc regardez bien les dates qui défilent. Hein. C'est plusieurs années en fait. Oui, Jason Wang a fait un énorme travail de compilation d'images d'archives qui ont été obtenues par lui-même et par d'autres astronomes sur ce système planétaire, mais aussi sur Beta Pictoris, etc. Donc il y a d'autres systèmes dont il a fait les petites vidéos qui sont absolument géniales. Est-ce que tu peux nous rappeler les différentes méthodes de détection d'exoplanètes qui existent pour pouvoir expliquer ensuite aux gens les enjeux, des durées de révolution, tout ça, par rapport à la difficulté d'observation? Oui. Alors, il y a des méthodes. Alors, une exoplanète, c'est un objet qui est très peu brillant et très proche de son étoile. Donc, on a un gros problème à la fois que c'est trop proche de son étoile et que c'est tellement caché dans la lumière de l'étoile. Donc, les premières techniques qui ont été développées étaient des techniques indirectes où on regarde l'étoile et l'étoile est impactée par la présence d'un objet qui tourne autour d'elle. Donc, le premier type d'impact, le plus évident, c'est la méthode qu'on appelle des transits. Quand une planète passe devant l'étoile, on a le flux de l'étoile qui baisse régulièrement. Voilà, une sorte d'extinction, on appelle ça un transit. Un transit qui est régulier. Et quand c'est vraiment très régulier, on sait qu'une planète passe devant. C'est la première méthode. Par contre, ça nous donne assez... Alors déjà, il faut que la planète passe devant. Si on regarde un système planétaire par la tranche, ça va. Si on le regarde en face, déjà, c'est plus possible. Si la planète est très loin, statistiquement, elle va avoir moins de chances de passer devant l'étoile. Donc, c'est en général pour trouver des planètes qui sont très massives et très proches de leur étoile. Voilà, c'est ce graphe. Tout à fait. Et ensuite, il y a certaines incertitudes, mais par contre, l'intérêt de cette méthode, c'est que quand la planète passe devant l'étoile, elle a son atmosphère, et l'atmosphère va changer aussi légèrement la couleur, donc le spectre, je ne sais pas si ça parle le spectre, mais la couleur de l'étoile. Je pense que ça va, c'est des gens qui sont habitués à suivre de l'astro sur la chaîne. D'accord, très bien. Donc là, le spectre de l'étoile va être transformé lorsque la planète passe devant, et c'est ce qui a fonctionné pour le James Webb, enfin pour le Webb. Toutes ces découvertes on a découvert de l'eau ailleurs, on a découvert du carbone ailleurs, etc. Quand on a fait parler de toutes ces découvertes, c'est parce que on avait ce spectre de l'étoile qui était transformé par la présence d'eau ou de carbone sur des exoplanètes. Voilà. C'est pas tout à fait la méthode de Michel Mayor. Non, Michel Mayor, effectivement, c'était une autre méthode. Je cherche l'image pendant que tu expliques, si tu veux bien. Alors, une autre méthode indirecte qui est un peu similaire, c'est celle des vitesses radiales. Alors, quand deux objets massifs tournent l'un autour de l'autre, en fait, ils tournent pas, il n'y a pas l'un qui tourne autour de l'autre, ils tournent ensemble autour d'un centre de gravité. Et quand la planète tourne autour de son étoile et qu'on regarde le système par la tranche, ça aura tendance à rapprocher régulièrement l'étoile de nous, puis à l'éloigner de nous. Ça la rapproche, ça l'éloigne, ça la rapproche, ça l'éloigne. Et ça crée un effet un peu similaire à l'effet Doppler. Ça va changer la couleur de l'étoile, donc ça, on va avoir un redshift et un blueshift. Et grâce à cette transformation de la couleur de l'étoile, de son spectre, son décalage de spectre, on va savoir qu'un objet passe régulièrement devant l'étoile.
Ça, c'est la deuxième méthode et c'est celle qui a été utilisée pour les premières exoplanètes, dont celle de Michel Mayor et de Didier Queloz. Et donc, si on regarde ces 3 méthodes, il y en a d'autres, mais c'est les 3 principales, l'imagerie directe par coronographie, les vitesses radiales et le transit. C'est quoi du coup les points forts, les points faibles de chacune de ces méthodes? Qu'est-ce qui les rend complémentaires? Alors, elles sont complémentaires parce que, alors déjà, les 2 méthodes où on regarde l'étoile, méthode indirecte, ces méthodes vont être d'autant plus visibles que la planète va être massive et près de l'étoile. Parce qu'on a besoin que l'étoile bouge. Ou qu'une planète passe devant. Et du coup, on va avoir un biais, on appelle ça un biais d'observation. On va surtout regarder des exoplanètes qui sont proches de l'étoile et qui sont très massives. Et l'imagerie directe, au contraire, on va avoir tendance à regarder, vu qu'il faut pouvoir discerner l'étoile de la planète, on a besoin que la planète, notre biais d'observation, ça va plutôt vers les planètes lointaines, qui vont aussi être assez massives. Notre problème étant les planètes vraiment peu massives aujourd'hui, c'est... Tu veux dire lointaines de leur étoile? Lointaines de leur étoile, oui. Et voilà, aujourd'hui, les planètes peu massives, on a encore du mal à les observer. Et ensuite, oui, un autre problème, à part pour la méthode des transits et l'imagerie directe, ça va être obtenir l'information spectrale. Ça, on n'y arrive que par la méthode des transits et les imageries directes d'exoplanètes, et c'est assez récent. Voilà, les autres méthodes ne permettent pas d'avoir ces informations. Une difficulté aussi, c'est la durée des révolutions, puisque pour pouvoir la détecter, il faut la confirmer, et si elle met 3 ans à faire le tour de son étoile, oui, il faut être levé tôt pour la voir la deuxième fois, puis la troisième fois. Et c'est pour ça que sur l'image, ce qui était impressionnant, c'était les dates qui passaient en fait. C'était des observations qui ont été faites pendant très longtemps. Oui. Et c'était assez impressionnant. Oui, et les méthodes des transits, quand on regarde les premières observations du web, par exemple, les premières exoplanètes détectées redétectées par le web, elles ont été détectées auparavant. Par la méthode des transits, on parle toujours de 3 jours de temps de révolution autour de leur étoile, 4 jours, rarement plus, parce que finalement, elles tournent vite. Voilà. Il faut qu'elles repassent, quoi. Voilà, il faut qu'elles repassent. Mais du coup, ça peut créer des biais, en fait, des biais de données, puisque il y a plein d'informations auxquelles on n'accède pas, puisque notre méthode ne permet pas d'y accéder, en fait. Oui, et ça, c'est une partie du travail des instrumentalistes, comme moi, les gens qui font les instruments, c'est d'essayer de lever ces biais-là. Donc, d'avoir des instruments, si on travaille en vitesse radiale, qui sont plus sensibles aux couleurs, des spectros qui sont beaucoup plus sensibles aux variations de couleurs, ou alors des détecteurs, des imageurs qui permettent de voir des planètes qui sont beaucoup plus, donc avec une bonne dynamique de caméra, sur des télescopes suffisamment grands pour qu'on arrive vraiment à discerner la planète de l'étoile. Donc ça, c'est exactement le type de problématique qu'on a, nous, instrumentalistes, quand on construit les futurs instruments. C'est essayer de lever ces biais, ou en tout cas en partie. Et il y en a encore beaucoup à lever, et il y a encore du travail, mais c'est bien. Oui. On a encore besoin d'instrumentalistes, d'autant plus qu'on voudra aller dans plus en plus de précision, il y aura de plus en plus de choses à faire, c'est comme ça que ça fonctionne. Question subsidiaire de Lusona, penses-tu acheter un PC en tant qu'astrophysicienne? Alors moi, j'ai mes propres biais qui font que j'ai fait mon doctorat aux États-Unis et que je travaille sur Mac depuis le doctorat. C'est vrai que ça c'est assez étonnant. Moi aussi, quand j'étais dans la recherche, tout le monde travaillait sur Mac. Et quand je suis passé dans la médiation, je me suis mise à travailler sur PC du coup. Parce que pour le stream, tout ça, c'est plus pratique. Mais c'est vrai qu'on avait tous des Macs et... Ouais. Moi, j'ai suivi le troupeau sans trop me demander pourquoi, mais voilà. Oui, et en doctorat aux États-Unis, on n'avait même pas le droit d'avoir un PC. Ah ouais, d'accord, carrément. Et ici, j'aurais pu faire la demande, mais pour le coup, tous mes... Là, quand t'as tous tes programmes qui sont faits sur un Mac et tout, c'est ouais. Energrit nous demande, c'est une question négative, c'est pas la méthode la plus courante pour la détection des exoplanètes. Alors du coup, c'est laquelle la plus courante aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les transits. Aujourd'hui, les transits, la méthode des transits, on a des scanners aujourd'hui qui scannent vraiment le ciel, des zones entières du ciel pour chercher des planètes partout sur plein d'étoiles en même temps. Donc ça, c'est la méthode la plus efficace. Pendant longtemps, ça a été plutôt les vitesses radiales, qui est aujourd'hui la deuxième méthode la plus efficace.
la méthode des vitesses radiales. Donc là, les transits en premier Oui. et les vitesses radiales en deuxième. D'accord. Mm. Et donc maintenant, on a des instruments qui sont capables d'observer plein d'étoiles à la fois et faire la mesure sur plein d'étoiles à la fois. Oui, ouais, du grand champ avec en regardant si on a des extinctions d'étoiles, enfin partielles d'étoiles. Alors à mon époque, on utilisait beaucoup, je dis à mon époque parce que j'ai passé ma thèse en 2010, et ça a dû beaucoup évoluer depuis. À mon époque, on utilisait des instruments à fibre pour aller mettre une fibre sur chaque source, chaque étoile du champ. Est-ce que maintenant, on est capable de faire des caméras qui ont une lecture assez rapide pour simplement prendre tout un champ et faire la mesure ensuite directement sur les données de la caméra? Parce que la problématique avant, c'était qu'on ne pouvait pas tout lire, toute la caméra, c'était pas assez rapide pour les observations qu'on voulait faire. Et donc on était obligé de séparer en prenant plein de petites fibres pour prendre juste plein de petits bouts de caméra et ne lire que ce qui nous intéressait. Est-ce que les gens qui observent comme ça plein de sources à la fois, est-ce que pour les exoplanètes, est-ce que tu sais s'ils font toujours comme ça ou s'ils font autrement? Alors je ne sais pas, j'ai pas de réponse claire. J'aurais envie de dire que ça dépend de ce qui est observé, mais je travaille sur les développements optiques, mais il y a aussi énormément de développements qui sont faits sur les détecteurs. Les détecteurs sont de plus en plus rapides aujourd'hui, de plus en plus, enfin, 2K par 2K, etc. Donc on a de plus, avec des hautes dynamiques, parce qu'il y a un des problèmes, une des raisons à mon avis pour lesquelles on passait par les films, c'était la dynamique du détecteur, il fallait aller vite. Donc aujourd'hui, c'est de mieux en mieux. C'est possible que sur certains télescopes, notamment les plus vieux, il y a encore des fibres. C'est possible aussi que sur des nouveaux, il y a encore des fibres. Dans l'espace, dans l'espace, c'est surtout des détecteurs plus classiques, enfin plus classiques, plus récents et plus classiques. Mais voilà. D'accord. Quand je dis à mon époque, j'ai l'impression d'être vieille. C'est trop bizarre. J'ai passé ma thèse en 2010, j'arrive pas à m'y faire. C'est fou. Mais non. Alors Augustin nous dit, comment ça se fait qu'on voit aussi bien les planètes sur la vidéo qu'on a vue? Ah bah justement, c'est tout le travail de Lucie. Oui. Ben oui. Moi, de beaucoup d'autres gens. Donc il y a une partie qui est faite en hardware. Donc ça, c'est les instrumentalistes qui le font, comme moi. Donc c'est construire l'instrument avec le coronagraphe qui permet, avec le bon détecteur, qui permet d'obtenir ces images. Donc là, je sais plus quel pour l'image qu'on a vue tout à l'heure. C'est... Est-ce qu'il y a écrit le type d'instrument? Keck, c'est le télescope Keck. Donc c'est un télescope au sol qui est équipé d'un correcteur de turbulence atmosphérique, par exemple. Et ensuite, il y a la partie traitement. Et ça, c'est software. Donc, il y a une partie hardware et une partie software. Et tout ce qui est software, c'est fait par d'autres personnes, d'autres astrophysiciens et astrophysiciennes. Et là, il y a des techniques de reconstitution d'images. Donc là, par exemple, je crois que sur les planètes, il y a une sorte de petite virgule avant et après qui est plus sombre. Je pense que ce sont des techniques. On recombine, on fait pivoter le télescope sur lui-même. J'ai du mal à voir, mais il me semble qu'il y avait une petite zone sombre avant, une zone sombre après. Donc, c'est des techniques où on fait tourner le télescope sur lui-même et on reprend la même image la même nuit. Et normalement, tous les défauts ont tourné. Le seul truc qui n'a pas tourné, c'est la planète. Et quand on recombine les images, ça supprime ou ça moyenne une partie des défauts, où on arrive à savoir ce qui est défaut et savoir ce qui est planète, par exemple. Tout à fait. Voilà. Par exemple, je pense que c'est une des méthodes les plus utilisées aujourd'hui pour le software, pour le traitement d'images. Là, je vois que sur ce GIF-là, on voit qu'il y a on a des petits blobs de lumière qui apparaissent par-ci par-là, mais qu'on peut différencier puisque justement, ça n'apparaît qu'à un endroit, ça ne tourne pas autour de l'étoile. Exactement. Ça, on appelle ça des speckles. Et ou tavelures en français, mais honnêtement, personne ne l'utilise. Mais je voulais que ce soit toi qui le dise. Personne n'utilise le terme en français. mais voilà. Et le but, c'est que ça, c'est des fuites de lumière de l'étoile. Et le but, c'est de réussir à discerner ces speckles d'une planète. Ça, c'est tout le travail software de l'astronome et de différencier ces speckles de la planète. Pour éviter toute spéculation.
Voilà. Ça c'est fait, voilà, c'est bon. Ici on fait des jeux de mots indépendants parce que on aime bien les blagues qui sortent du mainstream. Alors, ce que je trouve incroyable, c'est qu'un transit est détectable pour un amateur. J'espère y arriver, Denis Martial Relier. Oui, tout à fait. On en parlait tout à l'heure pour la news sur les météorites, là, les météorites qui étaient trouvées dans le Nord. Les transits d'exoplanètes, c'est maintenant quelque chose qui est pro-amateur. Il y a des collaborations qui sont faites, effectivement. Oui, oui. J'ai un collègue qui travaille à l'Observatoire des Baronnies provençales et ils font beaucoup d'observations de transit, par exemple. Voilà. Et c'est un observatoire qui est visitable, je ne sais pas si on peut le dire, pour le grand public. Je crois qu'il y a des frais parce que c'est un observatoire qui fonctionne sur les visites, mais on peut faire observer des transits là-bas. Alors, donc, tu es doctrice en astrophysique, tu soignes des télescopes, mais tu ne travailles pas sur les transits, donc tu ne soignes pas les systèmes digestifs d'exoplanètes. Mais certains le font. Pas moi. Certains le font. Est-ce que tu as déjà travaillé sur MUSE, le multispectromètre qui a été monté à proximité de Lyon? On nous demande. Gouzik demande ça. Non, je n'ai pas eu cette chance. Je sais plus quand MUSE a été... Alors MUSE l'instrument, pas le groupe de musique, attention. Oui. Mais c'était quand? Ouais. Je regarde juste la date, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites parce que je suis trop jeune. Et merci Augustin pour l'abonnement Prime, au fait. Et merci le raid au Comari, j'ai pas vu. Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu faisais au Comari sur ton live? Je pense qu'on devait être en pleine explication et je t'ai pas vu passer. Tu peux t'offusquer dans le chat si tu veux. Un raid, c'est quand quelqu'un a fini son stream et qu'il envoie ses viewers vers un autre stream. Ok. Voilà. Donc c'est très gentil. Est-ce que les télescopes peuvent avoir la grippe? Demande Johnny sur 667. Bah, j'imagine que les mécanismes peuvent se gripper. Oui. C'est possible. Je pense qu'on peut trouver dans le champ lexical de la maladie, on peut trouver plein de trucs, je pense. Il n'y a pas de souci. Oui, alors la grippe, par exemple, c'est de la fièvre. Donc, ce serait des problèmes thermiques. Ça, il y en a beaucoup sur les télescopes, les problèmes thermiques. Alors d'ailleurs, on parlait de turbulence atmosphérique. Ça fait ces petits speckles qu'on voit sur l'image, qu'on voyait sur l'image tout à l'heure. Et vous pouvez fabriquer votre propre turbulence atmosphérique en mettant un radiateur sous la fenêtre et en regardant au travers quand il fait bien froid dehors. Là, vous allez avoir l'air qui va bouger dans tous les sens comme ça. Oui, on le voit aussi beaucoup l'été sur les routes de goudron, où on a cette sorte de, pas vapeur, mais on a cette turbulence, on voit flou à la surface du goudron. Voilà. C'est fou, tu vois l'étoile se dandiner, mais impossible de voir sauf grâce à Lucie. C'est ça, l'étoile se dandine moins. Lucie donne des cours de danse aux étoiles également. Tout à fait. Merci, c'est bon. Et Gouzik, t'as vu, hein, j'ai vu ton message, j'ai bu. Tu m'as vraiment, tu m'as vraiment manipulé pour que je boive. Parce qu'en fait, depuis le début de mon stream, puis il y a même un an ou deux peut-être, Gouzik, quand il vient, il dit il faut que tu boives. Et du coup, je bois. Et à force, maintenant, quand je vois son pseudo, je bois. C'est très bizarre. Dayon te dit que c'est ultra fascinant. Et te remercie. Ah ouais, c'est gentil, merci. Martial Ruyer te demande si c'est Sacha, l'observateur de la Baronnie provençale. Oui, Sacha, tout à fait. Martial Rollier est astrophotographe. Je sais pas si tu es astrophysicien ou si tu es amateur. En tout cas, Martial Rollier, tu es astrophotographe et tu as des photos que tu partages sur Twitter et sur Mastodon. N'hésitez pas à aller le follow. C'est important. Coucou, c'était pas sérieux aujourd'hui. On jouait un peu, mais t'en fais pas. Tu es en pleine interview, explication, c'est très intéressant. Eh ben, merci beaucoup au Comari et j'espère que tu te plairas ici. Tu connaissais chatoiement pour le speckle, mais pas tavelure. Ah oui, bah, c'est tavelure le terme officiel. Ça m'a donné envie de boire. Gouzik, tu fais une méta-influence, attention là. En valeur, le bougie ou en luxe ou en QT de photons, les calculs que vous faites sont de quel ordre de grandeur? Tu veux dire les variations de lumière avec lesquelles Lucie travaille? Quel ordre de grandeur? En termes de défauts, par exemple, ouais. les défauts,
sur lesquels on travaille sont de quelques nanomètres. Je dirais quelques nanomètres, quelques microns, ça peut monter à sur quelques microns. le mouvement des miroirs, tu veux dire Sur le mouvement des miroirs, et on parle autant de miroirs qui font 1 mètre de diamètre que de miroirs qui en font 40, comme l'ELT, l'Extreme Large Telescope, qui est en cours de construction. Et il est segmenté aussi, celui-là. Segmenté, 798 segments, il est magnifique. Il sera magnifique. Et d'ailleurs, des gens chez les eaux, on en fait un modèle Lego aussi. Ah oui, je l'ai vu passer, ouais. Quand j'étais à Planète Science, on avait mis une cagnotte, une opération pièce jaune spéciale, où les gens mettaient des petites pièces comme ça après le casse-croûte. Et il fallait qu'on récolte 600 € pour acheter le télescope en Lego, mais on n'a pas réussi. Voilà. Ça fait beaucoup de Lego, en fait, il y a beaucoup de pièces, donc plus il y a de pièces, plus c'est cher. Voilà. Mais comme tu vois, eh bien, les Lego ici, il y en a pas mal. Complètement amateur, métier n'a rien à voir, merci beaucoup. Sacha m'en apprend beaucoup, il est génial, dit Martial Rally. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le travail de Lucie Le Bouleux avant qu'on passe à ces travaux annexes qui pourraient être de communication, migration, féminisme, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que moi je connais ce sujet, mais vous peut-être pas, donc profitez-en, vous avez une astrophysicienne spécialiste qui est là, ici, posez-lui des questions. Mon rêve c'était segmenté dans l'espace, ça a du sens. Par exemple, le web est segmenté. Et le successeur de son successeur le sera assez probablement. Il s'appelle le Habitable World Observatory. Il a changé de nom il y a 1 mois peut-être, et il sera probablement segmenté. Après, ouais, je crois comprendre d'où vient la question de Glicker, c'est que effectivement il n'y a pas de turbulence dans l'espace. Ah oui. Mais par contre, les fusées, comme tu disais, elles n'ont pas un diamètre excessivement infini, quoi. Donc il faut pouvoir faire de l'origami à l'intérieur. C'est tout à fait ça. Il faut pouvoir les replier. Avec le danger que ça ne se déplie pas. C'est déjà arrivé. Le danger que ça ne se déplie pas une fois que c'est là-haut. Ah oui. C'est arrivé à Galiléo notamment, tu sais, l'antenne de Galiléo qui s'est pas dépliée. Ça, malheureusement, une fois qu'on est dans l'espace, personne nous entend crier, personne nous entend nous déplier. Les boucles aux oreilles. Ah, ton rêve, c'était le Overwhelmingly Large Telescope Owl. Oui, avant c'était 100 mètres, on est passé à 42 mètres. On est toujours à 42 mètres ou on est à 39 maintenant pour le LT, je sais plus. Il doit être à 39 et quelques, entre 39 et 40 je crois. Parce qu'à un moment il voulait mettre 42 parce que c'était la réponse à toutes les questions. Bande de geeks. Mais Mandragore nous dit c'est frustrant de ne connaître absolument rien car c'est très intéressant à écouter. Mais t'as sûrement des questions du coup. Les questions sont bonnes. Si, tu peux, je suis sûr que tu peux poser des questions, Mandragore. Je suis sûr que tu peux en poser. Lucona demande si tu as un compte Wikimedia. Pour... Non, j'en déduis que non. Je vois pas le rapport avec le Schmilblick, mais peut-être qu'il y en a un. Est-ce que c'est par rapport aux données? Mais c'est... Je sais pas. Je ne sais pas, je comprends pas la question, Lucona. Est-ce qu'il y a des sujets de recherche annexes que tu as ou est-ce que tu travailles que là-dessus? Je travaille que là-dessus. Je suis aussi dans un groupe de travail de femmes. Et c'est vraiment très très annexe, c'est une minorité de mon temps. Dans un groupe de femmes qui organise et un homme d'ailleurs, un homme nous a rejointes, qui organise des sondages sur la santé mentale dans la communauté et en particulier sur les discriminations dans la communauté. C'est super, ça fait une super transition. Parce que je voulais qu'on parle de ça puisque tu m'avais contacté pour la journée des femmes et filles de sciences. Parce que tu as élaboré avec mi-août janvier une mosaïque représentant 130 femmes dans l'astrophysique parce qu'il y a un petit peu de tout dedans en termes de métier. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de toutes tes activités en lien avec la place des femmes dans l'astrophysique, du coup? Oui, Par quoi tu veux commencer? Est-ce que...
On peut partir de cette mosaïque et puis remonter le fil ensuite, on verra jusqu'où ça nous mène. Est-ce que donc, tu peux nous présenter l'action que tu as faite pour la journée des femmes et filles de sciences, du coup, du 11 février 2023? Oui. Oui, bah encore merci d'avoir participé. On avait lancé un appel. Alors c'était Mio et moi, nous sommes les coordinatrices nationales pour la diffusion scientifique, enfin long terme, au sein de l'Union astronomique internationale. Alors l'Union astronomique internationale, c'est un peu le club des astrophysiciens et des astrophysiciennes à travers le monde. Et il y a plusieurs milliers de membres. Et dans tous les pays, il y a des coordinateurs et des coordinatrices suivant différentes thématiques. Et Mio et moi, nous sommes les coordinatrices françaises pour la diffusion scientifique. Et là, il y avait la journée des femmes et des filles de sciences, journée internationale. Et l'objectif était, notre action a été de faire un appel aux femmes françaises qui ont fait et font l'astronomie. Alors, pas que les femmes françaises, d'ailleurs, sont plutôt les femmes qui font et ont fait l'astronomie en France. On a eu 130 participantes qui ont tout type de métier, et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup, enfin Mio aussi, qu'on a beaucoup apprécié. Il y a à la fois des personnels administratifs, il y a une vulgarisatrice, il y a tout type de personnel de recherche, d'ingénieureux, et des étudiantes. Donc c'est vraiment bien. Il y a des personnes qui sont expatriées et il y a des personnes qui travaillent dans les laboratoires français. Donc c'était vraiment un beau moment d'assembler tout ça, de recevoir toutes ces photos, toutes ces participations, de les assembler. C'était vraiment chouette. Et on l'a diffusé sur le site web de la SAF et sur le site web de Ciel et Espace. Ah, je sais pas le lien ici. Ah, très bien. J'ai affiché un petit morceau parce que c'était plus long que large, du coup ça ne rentrait pas sur l'écran, mais j'ai affiché un petit morceau. Et j'ai une amie du coup qui est astrophysicienne qui m'a dit que je mettais les points sur les i. parce que je suis sur le i de l'astronomie. En fait. Oui, alors normalement les personnes cachées par net apparaissent 2 fois. Il y a aussi 5-6 autres personnes qui apparaissent 2 fois parce qu'on n'avait pas de rangée de colonnes complètes à la fin. Ah. Voilà, donc il y a une légère triche sur le nombre de personnes ici. Il y en a plus de 130 qui apparaissent, mais il n'y en a que 130 qui ont participé. On a eu 130 mails. Il y a plein de gens que je reconnais aussi. C'est chouette de voir ça. Alors pour ceux du fond qui n'ont pas suivi et qui seraient perdus sur cette chaîne par une streameuse trans et qui ne connaîtraient rien au féminisme, qu'en est-il justement de la place des femmes en astronomie aujourd'hui, en 2023? La place des femmes en astronomie au sein des personnels de recherche, par exemple, donc recherche pure, on est 26% de femmes dans le monde, 22% dans le monde et 26% en France. Donc c'est extrêmement peu. On est non seulement une minorité, mais du coup on est une minorité qui est discriminée. Alors bien entendu, il y a plein de types, bien entendu, et c'est bien triste, bien entendu et bien tristement, il y a beaucoup de types de discrimination et beaucoup de cibles de discrimination en astronomie, mais entre autres les femmes. Et en moyenne, par exemple, il a été mesuré que les femmes sont beaucoup moins publiées que les hommes, sont beaucoup moins écoutées et visibles en conférence que les hommes. Donc, elles ont moins tendance à avoir des présentations orales en conférence, donc à être moins visibles professionnellement, moins publiées. Elles sont moins chefs de projet. Elles obtiennent moins de financement, moins de temps d'observation. C'est pour ça qu'en particulier, les temps d'observation Hubble, les demandes de temps Hubble sont devenues anonymes pour cacher le genre des personnes. Et là, on s'est aperçu que comme ça par miracle, tout se réglait. Les bras tombent. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... Et c'est problématique parce que tous ces facteurs sont des paramètres qui nous font rester dans le système. La visibilité en conférence, les publications, être responsable de projet, etc. Ce sont des arguments pour passer les concours, pour devenir permanente, par exemple,
ou que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà. Donc pour progresser en carrière, il faut remplir ces critères. Et ces critères, sur tous ces critères, les femmes sont discriminées. Voilà. Il y a aussi la question d'une charge mentale de la misogynie, en fait. Parce que, alors, pour atteindre mon propos, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que personne trans, je sais que j'ai eu beaucoup moins de temps de cerveau disponible pour faire la recherche, quand j'étais en astrophysique, pour ma carrière, en fait, que des hommes, ou même que des femmes cisgenres, parce qu'il y avait ce problème-là à régler. Quand on est une femme dans la recherche, bah, il y a la misogynie à régler, il y a toutes ces barrières qu'on nous met. Non seulement il y a des voies qui sont pas ouvertes, mais en plus de ça, bah après, il n'y a plus beaucoup de temps pour faire la recherche dans sa tête, en fait. Est-ce que tu ressens ça aussi? Oui, c'est très difficile. Déjà, surtout par exemple, sur ces thématiques, je suis devenue assez visible. Donc, il y a déjà des collègues qui m'en veulent ou qui ne veulent plus avoir affaire à moi. Donc, il y a tous ces aspects-là. C'est aussi du temps que je passe à penser à ces problèmes, à essayer de régler ces problèmes, à être vigilante sur ces problèmes au laboratoire, en visite, en conférence, etc. Donc, et ensuite, maintenant qu'on mène ce type d'action, c'est aussi du temps. Donc, c'est aussi du temps en moins pour nos recherches d'astronomie pure. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc, la charge mentale des femmes, c'est pas qu'à la maison, hein, c'est aussi dans la recherche. Il y a aussi... parce que si c'est pas nous qui faisons ce travail, c'est pas les hommes qui le feront. Oui. En tout cas, pas la majorité d'entre eux. Et si vous avez vu passer les affaires des grands noms du journalisme ou du cinéma qui ont des casseroles de harcèlement sexuel aux fesses, etc., eh bien, il y en a aussi dans l'astronomie. Hein. Donc, je sais pas si tu te souviens de l'histoire de... récemment, là. C'était Geoff Marcy, là, je sais plus, je crois, qui avait fait... Voilà, donc le milieu de l'astronomie n'est pas meilleur ni pire que les autres, en fait. Donc, le travail de Lucie est extrêmement important. Merci. Non, c'est pas du syndicalisme, Glicker, c'est autre chose, c'est pas du féminisme. Mais c'est bien aussi le syndicalisme, hein, c'est bien aussi. Il y a eu un cas plus récent à Leiden, il me semble, je ne garantis pas le laboratoire de rattachement, de harcèlement par un homme qui a été directeur de l'ESO, il me semble, aussi. C'est public, voilà. Je mets un lien pour dire que je dis pas n'importe quoi, c'est pas des accusations. Voilà. Voilà, vous avez les infos ici. Voilà. Mais oui, bah, voilà, c'est les hommes avec du pouvoir, c'est malheureusement ça, dans la société dans laquelle on est, ça favorise ce genre de truc-là. C'est ça qui est problématique. Oui. Et d'avoir un milieu qui est sain pour tout le monde. Et pour absolument tout le monde. Et que tout le monde soit bien. Et là, on parle du cas des femmes, mais le cas des personnes racisées, le cas des personnes handicapées, etc., c'est pareil. Il y a aussi tout un tas de choses à faire par rapport à ça. Ne serait-ce que l'accessibilité de certains labos, à mon avis. Alors moi, je suis pas handicapé moteur, mais à mon avis, ça doit pas être la joie non plus. Tout à fait. Moi j'ai un handicap, je sais pas, c'est psychique, je sais pas si on dit psychique, je sais pas, je suis autiste, voilà. Mais j'ai pas ce genre de problème là, mais le validisme au travail, je le ressens quand même, il n'y a pas de souci. Donc j'imagine bien que si en plus on est handicapé moteur, ça va être encore pire. L'île de Kik demande: tu peux citer quelques exemples d'actions qui sont menées pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et la misogynie dans l'astronomie? Est-ce que, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu disais que tu étais dans une cellule de travail? Oui, alors nous, on mène des sondages pour recenser un peu l'état des choses en astronomie. Sur la question des femmes, malheureusement pour les personnes racisées, c'est interdit en France ce type de sondage, il me semble, donc on n'a pas le droit de les faire. Et ensuite, donc il y a les sondages, il y a des financements qui sont réservés aux femmes. Par exemple, moi j'ai eu le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. J'ai vu passer ça. Voilà, donc c'est un prix qui est réservé aux femmes.
C'est très bien, ça nous apporte un financement supplémentaire à nos recherches. Donc moi, c'est 20 000 euros. J'ai obtenu 20 000 euros pour mes recherches. Et ensuite, toujours via ce programme, on peut faire du mentorat envers des jeunes filles, et notamment, et là, on pense à la prochaine génération, ce sont les collégiennes et les lycéennes qui seraient intéressées par les sciences et qui auraient tendance à en dévier à cause de stéréotypes dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur. Et l'idée, c'est d'attiser une forme de curiosité pour l'astronomie ou pour les sciences en général. Ensuite, c'est dans les médias. Par exemple, il y a le site Les Expertes. Alors, si tu as les liens, je les veux bien, comme ça je les mets dans le chat et les gens peuvent les voir. Oui, Expertes. C'est quoi? Ça s'appelle Les Expertes? Expert tout court, enfin expert.fr. Donc ça, c'est on encourage les femmes. Alors c'est pas du tout moi qui l'ai fait. Hein. Je dis on, mais c'est un on qui ne m'inclut pas. Mais je suis sur le site. C'est une liste de contacts, toutes sciences confondues, sciences humaines et sociales, physique, naturelle, etc. Pour les médias. Et c'est pour essayer de changer la représentation des genres sur les plateaux télé, en radio, etc. Surtout pour parler de science. Donc ça, c'est une autre action qui est, je pense, très intéressante. Voilà. Et là, on est en train de faire, avec Mio aussi, on est en train de faire une petite vidéo de 5 femmes scientifiques, enfin 5 femmes en astronomie qui réagissent à 5 images d'astronomie. On va la publier bientôt. Ah, c'est chouette, ça sera publié où du coup ça? Via l'IAU, donc l'Union Astronomique Internationale, et la SAF probablement. Donc ça c'est le but, c'est de montrer des femmes qui parlent d'astronomie. Oui, et moi je rêve du jour où on pourra avoir des femmes qui parlent d'astronomie et qui n'aient pas besoin de parler à chaque fois de la place des femmes, parce qu'on en parle là, parce qu'on a besoin d'en parler, mais on aimerait bien un jour ne pas avoir besoin d'en parler. Oui. On m'a souvent reproché de ne pas parler assez d'astronomie sur mes réseaux et trop de transidentité, mais en même temps, tant que la transphobie existera, écoutez... Tout à fait. On serait bien obligé de le faire. Il en va de même pour la misogynie, c'est-à-dire c'est deux choses qui sont extrêmement proches. Oui. Merci pour les réponses, nous dit Lily de Kik. Je bosse dans l'informatique et les problèmes sont les mêmes. C'est intéressant de voir ce qui peut être fait dans d'autres domaines. En effet. En effet, Lily de Kik, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais rajouter de tout ça? Est-ce que tu as d'autres choses dont tu voulais nous parler ce soir, Lucie? À propos de ton travail, de tes activités, est-ce que tu fais des activités de vulgarisation en parallèle de ton travail de recherche, par exemple? Oui. J'en fais déjà un peu sur Twitter. Oui. J'en fais sur Twitter. Et ensuite, j'en fais dans des événements. Donc, il y a plein d'événements chouettes tout au long de l'année. Il y a la Fête de la Science. Bien entendu, j'encourage tout le monde à participer à la Fête de la Science. En mai, il y aura le festival Pint of Science. Je ferai l'une des soirées pour Grenoble. Donc, si quelqu'un est de Grenoble ici, n'hésitez pas à vous inscrire à ma soirée où j'interviendrai avec un doctorant de l'équipe. On va parler de télescopes géants. Ensuite... Ça, c'est pour les beaux oreilles, ça, du coup. Eh ben, faut venir. Ensuite, il y a le jour de la nuit. Toutes les villes ne sont pas inscrites, mais c'est un mois, et en particulier une nuit, une soirée, où certaines villes acceptent d'éteindre toutes les lumières, ce qui permet de parler de nature, de biodiversité, etc., de l'impact de la lumière sur la biodiversité, sur les insectes, sur la santé mentale aussi, mais aussi sur les observations astronomiques. Donc ça, c'est très bien. Je recommande aussi le jour de la nuit et la nuit des étoiles, etc. Enfin bref, il y a énormément d'événements. La nuit des étoiles, c'est tous les étés. Donc tu participes à tout ça ou juste une partie de tout ça? Je participe à presque tout ça. Bah chapeau. C'est bien, c'est important. Hein. C'est important de s'intéresser à l'inclusion dans la science. C'est aussi important d'inclure le public. Et j'ai connu beaucoup de chercheurs qui le faisaient pas. Donc bravo à toi, chapeau à toi d'arriver à trouver le temps de faire les deux. Et même les trois, j'ai envie de dire. Mais bravo aussi à toi d'être aussi impliqué sur les réseaux sociaux et sur Twitch que je découvre. C'est vraiment important aussi. Moi, j'ai quitté la recherche parce que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi.
J'ai toujours préféré en fait transmettre les sciences plutôt que faire de la recherche en fait. Et puis en fait avec Twitch je me suis trouvé un médium qui est bien pratique pour mon autisme en tout cas. Pas voir les gens en direct c'est quand même plus facile. Mais voilà. Pint of Science, c'est génial, allez-y, nous dit Gozig. Et oui, petit clin d'œil à Elodie Chabrol, qu'on connaît bien ici, qui gère Pint of Science justement. Donc j'ai mis en lien dans le chat, j'ai mis ton lien Twitter, ton lien Astrodon. Merci. Venez sur Astrodon, si vous êtes astro, venez sur Astrodon, dans Mastodon c'est mieux. J'ai mis le lien vers l'UAI, j'ai mis le lien vers l'ex-experte. Est-ce qu'il y a d'autres liens que tu penses que tu pourrais partager par rapport à tes différents travaux? Ou est-ce que j'ai rien oublié? Non, c'est très bien. Astrodon, j'y suis pas autant que je souhaiterais l'être. Ouais. Bon, après, là, j'ai vu le Melonsuck va rendre payant encore des trucs. Là, apparemment, la double identification va être payante maintenant. Donc la sécurité sera payante sur Twitter. Je sais pas ce qu'ils se font, mais bref. J'ai ralenti sur Twitter depuis cette histoire, mais j'arrive pas à basculer. Le problème, c'est que tout le monde est sur Twitter et pour le travail, toutes les institutions sur Twitter. J'ai pas vu de compte CNES sur CNES ou CNRS sur Mastodon, par exemple. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Pour travailler. Donc on fait avec. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Lucie ou est-ce qu'on passe au quiz? Dites-moi dans le chat. Moi j'ai une dernière. Vas-y. Si jamais, je ne sais pas du tout quel type d'audience vous êtes, mais s'il y a des personnes par exemple qui veulent faire des soirées d'observation, il y a beaucoup d'observatoires qui sont ouverts gratuitement au grand public, notamment à Grenoble. Et pareil pour les lycéens et les collégiens qui veulent faire des... Il ne faut pas hésiter non plus, il ne faut vraiment pas être timide et contacter les observatoires et les laboratoires de recherche. Les gens n'y pensent pas forcément ou n'osent pas, et alors qu'il faut juste se lancer. C'est ça, il faut y aller au culot, surtout pour les stages. Pour le travail, y aller au culot, ça marche pas toujours, mais pour les stages, en général, on vous trouve quelqu'un pour vous faire le stage, il n'y a pas de problème. Voilà. Une question de dernière minute. Joanie 667. Juste avant, je prenais ma respiration pour introduire le quiz, tu vois. Et ben, c'est pile poil au bon moment. Est-ce que tu es déjà passé sur un plateau de TV, nous demande Joanie 667. Oui. Voilà. Oui, je suis passée sur France 3 région pour Grenoble et pour Nantes. Enfin, la région de Grenoble et la région de Nantes. Je suis de Nantes à l'origine et voilà. C'était pas trop stressant? Si. Twitch, ça va, c'est cool, c'est tranquille, mais un plateau télé, c'est différent, je pense. Oui. Et dans les 2 fois, il y avait du one-shot, du live, faut répondre vite. Oui, c'est ça, parce que là, on a le temps, là, sur Twitch, c'est des formats longs, mais à la télé, c'est hyper cadré et tout, mais... moi, j'étais passé à... j'avais été interviewé par BFM TV, il y a quelques mois, à propos d'une opération que je faisais là où je travaillais au planétarium, là. Et ça parlait d'astronautes. Et je crois, je sais plus comment ils avaient fait, quand ils avaient fait le cut de l'interview, ils avaient remplacé par astronome ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, bref, il y avait 3 phrases, ils ont fait un cut, ils n'ont pas réussi à le faire correctement, quoi. Donc il faut faire vachement attention parce qu'on peut modifier ton propos complètement, quoi. Donc c'est super. Il y a ça me stresse aussi si un jour je passe à la télé. C'est assez stressant. Alors, c'est l'erreur, astronome. Ouais, c'est classique. C'est classique. Et c'était un événement à la Cité des Sciences où il y avait Jean-François Clairvoy et d'autres astronautes. Et je devais parler d'astronome. Et pendant toute ma présentation, j'étais tellement envie d'astronaute que j'ai dit astronaute. Oh mince. Voilà, c'est la honte. Tu fais de l'astrologie honteux. Ah non, ça se fait pas l'erreur. Bon, et bien on va passer au quiz astrospatial. Merci du coup pour toutes tes explications, Lucie. Est-ce que tu veux rester avec nous pour le quiz astrospatial? Je suis curieuse des questions.
Eh bien, c'est parti, je vais couper la VOD pour l'interview et je vais la relancer pour le quiz astrospatial. Donc passez à la vidéo suivante sur YouTube. Et je remercie bien sûr Lucille Bouleux, qui est chercheuse en instrumentation astrophysique au laboratoire IPAG de Grenoble, l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Au CNRS. Merci à tous et tous dans le chat pour les questions que vous avez posées et pour votre curiosité. Et on va passer au quiz astrospatial auquel tout le monde pourra participer.